plus de 200 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves orales du bac. À côté d'eux, les candidats aux examens professionnels ont aussi démarré leurs écrits. Bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire recueille le satisfecit des bailleurs de fonds. Ce sont les conclusions de l'évaluation du PEMFAR, le cadre de mesure de la performance de la gestion et des systèmes des finances publiques. Et puis au Brésil, la population est dans la rue. Des dizaines de manifestants protestent contre la vie chère et les dépenses engagées pour l'organisation du Mondial 2014. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'information au plan national est marquée par le démarrage des épreuves orales du bac. Ils sont plus de 200 000 candidats à affronter l'examen sur l'étendue du territoire. L'ambiance dans certains centres d'examen. Ils sont plus de 200 000 candidats qui affrontent l'oral du bac ce mardi matin au vendredi prochain. Les candidats doivent faire montre de solides connaissances en anglais, français et espagnol ou allemand. Je me suis déjà préparée depuis le début de l'année. Bon, je bosse, je travaille au jour le jour et tout. Donc je pense que ça peut aller. Je suis satisfait de mon travail, ça va dans l'ensemble. On attend les épreuves écrites ou bien les euros à venir et puis voir enfin, dans l'ensemble comment ça ira. Quoi. On laisse dans la main de Dieu. Pendant 9 mois, on a commencé à préparer les épreuves. Donc je pense que je suis à mesure d'affronter les épreuves orales. Les épreuves se déroulent dans les 750 centres d'examen établis sur tout le territoire national. Les épreuves écrites auront lieu du 25 au 28 juin. Le déroulement de ce troisième examen à grand tirage est le dernier test du ministère de l'Éducation nationale après l'étape du CPE et du concours d'entrée en 6e et du BEPC. Il faut rappeler que les résultats de l'examen du bac section 2011-2012 ont donné un taux de réussite de 25,27% d'admis. Après l'obtention du baccalauréat qui clôt le cycle secondaire, les élèves admis pourront accéder l'an prochain au cycle supérieur et s'inscrire notamment dans les universités et autres établissements de formation technique. Alors, c'était l'ambiance ici à Abidjan. Rendons-nous à présent à Boaké, où les candidats au bac 2013 ont été interviewés par Kader Sogodogo et Kwadio Kwame. Épreuve orale du baccalauréat session 2013. Dans les différents centres d'examen visités ce matin, ce sont des candidats sereins que nous avons rencontrés. Des candidats déterminés à négocier avec succès cet important virage de leur parcours scolaire. À travers ce que je viens de faire ce matin, je pense que j'ai espoir. Je viens de finir l'oral de français. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé et j'espère que tout se passera comme ça pour la suite. Ça s'est très bien passé. J'espère pour la suite. Je suis convaincue que ce matin, je vais donner le meilleur de moi-même pour obtenir le bac. Du côté des enseignants, malgré quelques perturbations pendant l'année scolaire, ils ont le sentiment d'avoir achevé les différents programmes, d'où leur souhait de voir leurs apprenants s'en sortir sans trop de difficultés. Nous sommes là pour évaluer un travail, pour évaluer ce qu'ils ont retenu et nous espérons qu'en tant qu'enseignants et eux en tant que candidats, ils auront retenu l'essentiel pour cueillir ce fruit-là qu'est le baccalauréat et qu'à fin, ils puissent nous remplacer demain. Avec les épreuves du baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique boucle ainsi les examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2012-2013. Et nous le disions en titre, les écrits du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, du BT, le brevet de technicien, et du BEP, brevet d'études professionnelles, ont démarré aussi ce matin. On reste à Boaké pour en savoir plus sur le début de ces épreuves et c'est toujours avec Kwadio Kwame. Les épreuves écrites des examens professionnels 2013 ont débuté ce matin à Boaké et à Katiola. Du 18 au 21, 926 candidats sur 963 inscrits, dont 62% des filles reparties dans 5 centres des régions de Boaké et de Yambol y prennent part. 37 absents et une seule personne n'ayant aucune pièce ont été notés. Les candidats ont reçu la convocation à temps. Bon, est-ce qu'il y a un qui a eu de l'empêchement? Ça, je ne saurais effectivement vous le dire. Voilà. Comme chaque fois, il y a un examen.
Ce n'est pas tous les candidats qui sont présents. Pour être dans une salle de composition, il faut avoir la convocation, il faut avoir sa pièce d'identité. Donc, à défaut de l'une de ces pièces, je crois que le candidat est refoulé. Les candidats de Bouaké sont évalués en sanitaire social, coupe-couture, coiffure esthétique, mécanique, comptabilité, secrétariat et maintenance. Tandis que ceux de Katiula sont confrontés aux épreuves ayant trait à la céramique, à la peinture bâtiment, à l'électricité, etc. Les candidats se disent satisfaits des sujets. Les sujets ne sont pas aussi difficiles que ça, mais il faut se rappeler. Puisque comme les 6-1 comme ça, c'est un sujet de première année. Donc il faut se rappeler pour pouvoir le traiter. À la fin des évaluations, les admis obtiendront soit le certificat d'aptitude professionnelle CAP, soit le brevet de technicien BT ou le brevet d'études professionnelles. De 976 candidats en 2012, cette année, on a enregistré 963 candidats, soit 34 en moins. Une décroissance qui s'explique par l'absence des candidats présentés par le centre de formation professionnelle d'Afotobo à Béoumi. Les résultats seront connus le 2 juillet prochain. Et revenons ici à Abidjan, où le président de la République est rentré hier de voyage. Le chef de l'État était à Libreville. Dans la capitale gabonaise, il a pris part au New York Forum Africa et assisté à la cérémonie de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major. Le président Alassane Ouattara a également eu des entretiens avec son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, avant de rencontrer la communauté ivoirienne vivant au Gabon. Nous l'écoutons à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Globalement, je dois dire que ce forum a été également une occasion de rencontre, puisque certains ministres, tels que le ministre du Commerce, m'ont accompagné, ont pu prendre des contacts avec les investisseurs. Et ceci nous donne également un cadre d'initiation, si je puis dire, pour le forum Investir en Côte d'Ivoire que nous envisageons nous-mêmes d'organiser en début d'année 2014. J'ai également été choisi par la 12e promotion d'officiers donc de l'école d'état-major de Libreville. J'étais à la cérémonie de parrainage ce matin avec le président Ali Bongo Ondimba. Il s'agit de 59 officiers qui sortent de cette école de 18 nationalités, parmi lesquelles 5 Ivoiriens, donc qui ont reçu les épaulettes et les médailles. Et c'était une occasion de leur parler du rôle de l'armée dans nos démocraties naissantes et de l'obligation de militaires à faire en sorte de renforcer la cohésion nationale et de soutenir les institutions et les personnes qui les incarnent. C'était une très belle cérémonie. L'autre élément important de ce séjour a été la rencontre avec nos concitoyens. Ils sont au nombre d'environ 5400 au Gabon, de diverses régions, dans divers secteurs d'activité. Ils étaient nombreux hier soir quand nous les avons rencontrés après 20 heures et très enthousiastes. Ils ont été très heureux que nous ayons pu échanger sur les questions, les préoccupations qui sont les leurs, notamment les questions de logements sociaux au pays, les questions d'assurance, d'ouverture de comptes bancaires, de facilité de retour en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Nous les avons encouragés à prendre des dispositions pour retourner au pays compte tenu du retour de la paix et de la sécurité, mais également de l'embellie économique qui permet d'avoir des emplois dans différents secteurs. Je profite de cette occasion pour rendre hommage, féliciter le général Mangou pour le travail important qu'il fait à Libreville. Vous savez, le Gabon était un point très chaud pendant la période
élections présidentielles, les Ivoiriens étaient particulièrement divisés, mais j'ai vu qu'avec sa présence, il a réussi à créer la cohésion entre nos concitoyens. Il y a une très bonne ambiance qui y règne et eux-mêmes l'ont reconnu qu'il a été très proche d'eux. Il a rencontré assez souvent les Ivoiriens, les différentes associations, pour les encourager à se retrouver, à se rassembler, à se réconcilier. Donc c'était une belle occasion de lui rendre cet hommage. J'ai eu un entretien donc avec le président Ali Bongo Ondimba pour évoquer les questions de coopération bilatérale, mais également sous-régionale. Vous savez, les deux zones, la CEMAC, donc la zone BEAC, et l'UMOA, la zone BCEAO, sont deux zones qui sont arrimées à l'euro par le franc CFA. Nous avons eu de très bons entretiens par rapport à nos ambitions pour ces deux zones qui forment au total 14 pays. Et nous avons également parlé des questions de visa, la nécessité de renforcer le commerce, les échanges entre nos pays. Et surtout, nous avons évoqué ensemble la mémoire de deux grands chefs d'État, le président El Hadj Omar Bongo Ondimba et le président Félix Houphouët-Boigny, qui étaient donc des pères à nous, à tous les deux. Donc c'était un séjour mémorable, donc un accueil chaleureux, amical, affectueux. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, de réitérer tous mes remerciements, ma gratitude au président Ali Bongo Ondimba pour l'accueil chaleureux, pour toutes les marques d'attention, pour sa disponibilité et également pour sa grande amitié. Bon après-midi. Voilà, c'était le président de la République hier à son retour de Libreville. La Côte d'Ivoire dans les rangs des bons élèves. Les bailleurs de fonds sont satisfaits des efforts de gouvernance. Ils l'ont signifié au terme de la récente évaluation du PEMFAR. Le PEMFAR, c'est le cadre de mesure de la performance, de la gestion et des systèmes des finances publiques. Suivons les explications de Jean-Jacques Kwame. L'évaluation en 2008 du système de gestion des finances publiques PEMFAR, jugée insatisfaisante par les bailleurs de fonds, est désormais un vieux souvenir. Aujourd'hui, la nouvelle revue du PEMFAR révèle d'énormes progrès et de bons points. Se satisfait au regard du représentant du ministre en charge de l'économie et des finances doit être mis à profit pour réformer l'ensemble des finances publiques de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il préconise la mise en œuvre de nouvelles actions en vue d'accroître et de renforcer la capacité des acteurs de la gestion des finances publiques. Ceci dans l'optique de rendre le cadre de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire conforme aux normes internationales. Au nom des bailleurs de fonds, le chef des opérations de la délégation de la Commission de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a salué les efforts de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire qui donnent du crédit à la signature de l'État de Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds. Rappelons que le PEMFAR est un programme d'évaluation des finances publiques appuyé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et plusieurs partenaires au développement. Et dans le cadre préservation du réseau routier en Côte d'Ivoire, entièrement financé par l'Union européenne à hauteur de 46 milliards de francs CFA, des ingénieurs et techniciens du ministère des Infrastructures et de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, ont été formés sur l'utilisation d'un logiciel d'une banque de données routiers. On reste avec Jean-Jacques Kwame pour en savoir plus. Pour améliorer le réseau routier ivoirien fortement dégradé après les crises à répétition, l'Union européenne, à travers le projet préservation du réseau routier, a initié au profit des ingénieurs et techniciens du ministère des Infrastructures économiques et de l'AGEROUTE, Agence de gestion des routes, cette formation.
formation à l'utilisation d'un logiciel d'une banque de données routières. Cette banque de données, qui va voir le jour, permettra, selon Abou Dosso de la cellule de coopération Côte d'Ivoire-Union européenne et Touré Abou, directeur général adjoint à l'AGEROUTE, de faciliter la programmation annuelle des travaux d'entretien sur les réseaux et les ressources affectées seront utilisées sur les sections les mieux ciblées. Mise en œuvre sur une période de 5 ans, novembre 2011 à novembre 2016, ce projet, financé par l'Union européenne par un don de 46 milliards de francs CFA, vise à améliorer la gestion de l'entretien routier de Côte d'Ivoire, à réaliser des travaux de réhabilitation sur l'axe Amangourou-Agnibilé-Kro, ainsi qu'à prévoir la réhabilitation d'autres axes. Et enfin, à aider le ministère du Transport et les transporteurs à améliorer son impact sur la dégradation du réseau routier en réduisant la charge des poids lourds. La journée mondiale de l'accréditation, c'est le 9 juin de chaque année. Mais ici en Côte d'Ivoire, elle a été célébrée cette année 2013 hier. Elle a pour but de faire mieux connaître l'importance des activités liées à l'accréditation. L'événement a été marqué par une conférence organisée par le ministère de l'Industrie. Les détails avec Herman Niamia. L'accréditation, c'est une procédure par laquelle une autorité reconnaît que des structures de contrôle et les organismes d'inspection et de certification sont compétents pour exécuter certaines tâches dans un domaine donné. L'accréditation de ces structures de contrôle appelées organismes d'évaluation de la conformité sera le passeport qui permettra aux entreprises nationales d'accéder sans contingence aux marchés les plus exigeants comme les marchés européens et américains. La journée mondiale de l'accréditation célébrée ce jour a pour objectif de promouvoir l'accréditation en Côte d'Ivoire et aussi de faire connaître son importance pour l'économie mondiale. Pourquoi c'est important pour le commerce mondial? Parce que les produits que les entreprises fabriquent doivent aller à l'étranger. Et si on n'a pas un fort système d'accréditation ici, c'est-à-dire que les laboratoires, on n'a rien pour prouver que nos laboratoires sont compétents, arriver à destination, les clients sont obligés de refaire les analyses. En Côte d'Ivoire, seulement 5 laboratoires sur la cinquantaine qui existent sont accrédités. Toute chose qui constitue une entrave pour les entreprises nationales pour leur accès au marché international. Un système d'accréditation national fort, crédible et intégré au système mondial permet d'accroître et de renforcer la confiance dans les résultats des évaluations faites au niveau national et de réduire ainsi les délais et les coûts. La Côte d'Ivoire aspire à devenir un pays émergent en 2020. Cette volonté impose que les entreprises nationales produisent des biens et services conformes aux normes et règlements nationaux et internationaux. En novembre prochain, Abidjan sera la capitale africaine de l'eau. Ça sera à l'occasion du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement. Pour asseoir les bases de l'organisation, une délégation avec à sa tête le secrétaire exécutif de l'Agence intergouvernementale eau et assainissement arrive à Abidjan. Le représentant résident de l'agence situe sur l'enjeu de ce rendez-vous au micro d'Adama Kone. Encore une autre grande rencontre en terre ivoirienne. Il est question cette fois de l'eau. 1000 gouvernants et experts venant du continent africain et d'autres contrées du monde se retrouvent dans la capitale économique ivoirienne du 21 au 23 novembre prochain dans le cadre du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. On va réfléchir sur comment trouver les moyens, les ressources pour combler les grands déficits, le grand besoin en financement que connaît le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. À Ouagadougou, on était 400, à Dakar 600 et en Côte d'Ivoire, on attend 1000 personnes pour ce grand forum. En fait, le choix de faire d'Abidjan la capitale de l'eau, le temps d'un forum n'est pas fortuit. Il relève d'une stratégie. L'élément principal, c'est que l'agence compte sur le leadership du président de la République pour mobiliser ses pairs autour de la question de l'eau et de l'assainissement. Pour une parfaite tenue de ce rendez-vous, une délégation de l'Agence intergouvernementale eau et assainissement, EAA, séjourne à Abidjan du 19 au 21 juin. L'enjeu est de taille.
permettre à 50 millions d'Africains d'accéder à l'eau potable à l'horizon 2015. Quelle est la réalité à l'échelle nationale? Au niveau de la Côte d'Ivoire, en matière d'eau potable, on est relativement bien avancé parce qu'on avance les statistiques nous donnent des chiffres d'autour de 70% de taux d'accès. C'est la question de l'assainissement qui est préoccupante au niveau de la Côte d'Ivoire, à peine 25%. Au terme de la mission conduite par le secrétaire exécutif de l'agence intergouvernementale, Idrissa Doucouré, la mise en place d'un comité national d'organisation et l'adoption d'un plan d'action. Mettre fin à l'exploitation illégale des forêts et au commerce frauduleux de bois, c'est une des préoccupations des autorités ivoiriennes. Pour y arriver, un accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux se négocie entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Beckett Aliko et Thérèse Tapeyoboué nous en disent plus. La Côte d'Ivoire exporte environ 70% de ses produits forestiers vers les pays de l'Union européenne. De 15 millions d'hectares de forêts denses, il ne reste aujourd'hui que 3 millions d'hectares de forêts dégradées. Face à ce constat, les négociations de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux ont repris entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Cet accord vise à certifier l'accès de tout bois et produits dérivés provenant des forêts ivoiriennes sur le marché européen. En signant cet accord avec l'Union européenne, nous garantissons au moins à 80% le marché d'exportation de notre bois, c'est-à-dire nous empêchons à 80% la destruction de notre forêt. La mise en œuvre effective de l'accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne va contribuer à mettre fin au commerce des bois frauduleux sur les marchés et améliorer les recettes fiscales de l'État. Dans le cadre de la politique du chef de l'État en autosuffisance en riz et l'insertion des jeunes et des femmes dans le tissu social, le gouverneur du district d'Abidjan, en partenariat avec des opérateurs chinois, va créer près de 2000 hectares de riz irrigués. Dans ce cadre, une visite de terrain a eu lieu et c'était en présence d'Honorine Agnigori. Wang Wenming, président directeur général de Africa InvestNet, à la tête d'une délégation de spécialistes chinois en matière de riziculture, a visité 3 localités dans la sous-préfecture d'Anyama. Et ce, pour un grand projet rizicole de près de 2000 hectares, initié par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. L'hôte du gouverneur du district dit qu'il compte apporter son expertise et son soutien financier au district autonome d'Abidjan. La vision de riziculture adoptée par le gouverneur Robert Mambé s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de plus de 200 projets jeunes et femmes d'un coût global de 5 milliards de francs CFA à réaliser dans les 13 communes du district d'Abidjan. Ces projets vont créer à la longue plus de 3000 emplois directs et concernent, outre le secteur rizicole, la pisciculture, l'élevage, la production d'attiéké, comme c'est le cas avec l'installation de production d'attiéké frais il y a plus d'un mois à Songo-Kassamblé. Cette installation marquait le top départ de ce vaste projet. Kofi Nikez, conseiller technique à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Chine, accompagnait cette délégation chinoise en terre ivoirienne. Quel est l'état de santé des bananiers ici en Côte d'Ivoire et quelle est la nature des parasites qui les attaquent? Pour répondre à ces questions, une recherche vient d'être menée dans des plantations de bananes. L'initiative est du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA. Les résultats ont été donnés au cours d'une rencontre au plateau. Le reportage de Serge Gongomin et de Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, la culture de la banane connaît des difficultés qui ralentissent la croissance de ces plantes et la production de la banane de qualité. Le constat est fait par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Cette structure a donc mis en mission un comité universitaire de recherche sur la santé des bananiers.
Résultat, découverte de parasites. Nous avons fait des échantillonnages de différentes parties malades. Par exemple, nous avons au niveau des feuilles, nous avons des champignons qui sont habituellement connus, des producteurs qui sont Mycosphärella fuscensis, qui est responsable de ce qu'on appelle la maladie la plus grave, qui est la cercosporose noire. Mais au-delà de ça, il y a d'autres parasites comme le Detenula torullosa qui provoquent aussi des taches sur les feuilles qui sont mal connus des producteurs. C'est donc pour donner ces résultats aux producteurs et acteurs de la filière banane que se tient cette rencontre. Et les producteurs se disent soulagés car le mal est découvert. Le FIRCA veut contribuer au renforcement de l'économie nationale car la banane demeure l'une des grandes exportations de la Côte d'Ivoire après le cacao, le café et la noix de cajou. La campagne agricole 2012-2013 terminée, place au bilan. L'entreprise coopérative agricole de Goméné-Berry, dans le département de Fresco, s'est livrée récemment à cet exercice. C'était au cours de l'assemblée annuelle de la coopérative, la première du département de Fresco à s'inscrire dans les normes recommandées par la filière café-cacao. Léon Brou. Environ 25 millions de francs CFA de bénéfices pour 3700 tonnes de cacao vendues. C'est le résultat de la campagne agricole écoulée pour l'entreprise coopérative agricole de Goméné-Berry et CAG dans le département de Fresco. En présentant ce bilan, les dirigeants de l'ECAG ont déploré les difficultés des producteurs de cacao dans le mauvais état des routes. Ils ont annoncé la mise en œuvre de plusieurs projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations, achèvement du centre de santé de Goméné-Berry, construction de 3 salles de classe à Zegban, accompagnement des agriculteurs dans la lutte contre le vieillissement du verger cacaoyer. Autant d'initiatives saluées par les autorités administratives, le préfet de Fresco par exemple. Jésus Kona a conseillé la qualité et toujours la meilleure qualité du cacao aux membres de l'ECAG. Il s'agit de permettre à l'entreprise de demeurer le leader des 46 coopératives agricoles de Fresco. Changeons de sujet pour parler de santé. Le gouvernement, dans sa politique de bonne gouvernance, veut assainir le secteur de la santé. Et pour traduire cette volonté en actes, des experts sont réunis à Grand Bassam pour définir les indicateurs de la transparence et de la bonne gouvernance dans le milieu sanitaire. Retrouvons Mamadou Kouassi. Détournement de fonds, vente illicite de médicaments dans la CHU et les hôpitaux généraux, raquettes des malades, vol de médicaments et de matériels médicaux. Autant de plaies qui minent le système sanitaire ivoirien. Et le gouvernement, en déclarant l'année 2013, l'année de la santé, veut faire de la culture de la bonne gouvernance dans ce secteur un élément essentiel. Pour atteindre cet objectif, un atelier s'est ouvert à Grand Bassam pour définir les indicateurs de la bonne gouvernance. Par la suite, donc, former, et cela permettra, par exemple, lorsque on remet des ressources financières à un gestionnaire, qu'il puisse se rendre compte. C'est-à-dire que vous avez donné un budget, vous avez fonctionné, il faut rendre compte et ça participe, n'est-ce pas, à l'appréciation des résultats sur la base de la performance de ces structures. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida souhaite que ces indicateurs soient connus et appliqués, afin que 2013, année de la santé, ne soit pas un concept, mais plutôt une réalité sur le terrain. Il faut pour cela des agents de santé performants, mais surtout conscients de cette réalité. Les efforts du gouvernement ivoirien et du président Alassane Ouattara sont clairs et précis dans ce sens. Pour ce projet, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida bénéficie du soutien du programme présidentiel américain PEPFAR pour rendre le système sanitaire ivoirien performant. Les coupeurs de route ont encore fait parler d'eux. Hier, sur l'axe Bouaké-Tiébissou, plusieurs véhicules, dont 3 cars, ont été mitraillés par des bandits puissamment armés. Des passagers ont été blessés et plusieurs d'entre eux dépouillés. Le reportage de Charles Tatou. Le phénomène de coupeurs de route ressurgit dans la région de Gbeke. Depuis quelque temps, l'axe Bouaké-Tiébissou est devenu le lieu de prédilection des bandits puissamment armés qui donnent la trouille aux usagers de cette voie internationale. Encore tôt le matin, ce lundi 17 juin aux environs de 7h30,
Ils ont réussi à attaquer une dizaine de véhicules, dont 3 cars burkinabés et maliens en provenance de Yamoussoukro. Après Bata Donukoro là, un coup je les ai vus, ils ont sorti en même temps, ils ont commencé à tirer. À ce moment, il y a un car de Burkina qui venait. Donc ils ont commencé à tirer sur Burkina là. Il y a un qui m'a dit d'aller. L'autre là, il venait dire l'argent. Il y avait mon permis, l'argent dans ça là, 160 000 francs. Ils ont tiré sur le car. Bon, il y avait eu des blessés. Bon, c'est ça, j'ai pris une pour envoyer à l'hôpital à Soakro. Pendant près de 2 heures, tous les autres véhicules venant de Bouaké ont dû marquer un arrêt forcé dans le village de Niangba, à 28 km, le temps que les forces de sécurité viennent intervenir. L'opération des bandits s'est déroulée non loin de la Syrie, à 2 km de Niangba. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Brésil où des protestations contre la vie chère ont viré en émeute. En Inde, il y a des inondations et en République tchèque où le Premier ministre a démissionné suite à un scandale financier. Il avait survécu à 8 motions de censure et c'est finalement sur une affaire de corruption que le Premier ministre tchèque est tombé. Petr Nekas n'est pas impliqué directement. C'est sa plus proche collaboratrice et par ailleurs sa maîtresse, selon les médias, qui aurait utilisé le service de renseignement militaire pour espionner Madame Nekas en pleine procédure de divorce. Difficile à assumer pour le Premier ministre qui avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Des images impressionnantes en Inde où la mousson est arrivée avec 2 semaines d'avance. Les pluies diluviennes ont fait gonfler les fleuves du nord du pays où des villes entières ont été envahies par des torrents d'eau et de boue. On compte au moins 26 morts et plus de 50 personnes portées disparues. À Rio, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc quelques 3000 manifestants qui tentaient de s'approcher du célèbre stade de Maracana. Ils voulaient protester contre les dépenses liées à l'organisation du mondial. Au Brésil, les manifestations se multiplient contre la vie chère et la facture colossale de la Coupe du Monde de 2014, plus de 15 milliards de dollars. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI.